Alors, bonjour Monsieur Xavier de Saint-Cyr. Bonjour. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette interview. Donc, vous êtes coach et en Oui, même temps écrivain. Vous avez été pendant de nombreuses années dans les finances, dans le milieu des finances, pendant 15 ans, il me semble. Et moi, je suis honorée de vous avoir aujourd'hui. Je ne vous ai pas raconté merci, je ça suis flatté. avant, mais en fait, il y a 7 ans de ça, quand je commençais même pas le développement personnel, en fait, j'avais la tête sous l'eau. En Suisse, j'étais à Genève à l'époque et je suis partie dans un magasin où ils vendaient des livres. Et Oui. un petit peu ma détresse et que j'avais besoin de lire certaines choses pour me faire du bien. Et on m'a recommandé ce petit cahier-là. Ah tiens, Il y a 7 ans en arrière. ah oui, Donc, c'est amusant. Hier, je l'ai réouvert, je l'ai relu, j'ai relu mes notes et je me suis dit, c'est assez incroyable. Donc, j'ai un peu l'impression de faire une boucle aujourd'hui, puisque vous êtes l'une des premières personnes à, quelque part, m'avoir inspirée. bah, écoutez, j'en suis absolument ravi. Ouais. Mais je suis très étonné par ce petit cahier qui a eu un succès phénoménal, auquel je m'attendais absolument pas. J'ai même quelqu'un qui est enseignant qui m'a dit: «J'en ai acheté une trentaine, je les ai distribués à tous les élèves de ma classe et on a étudié ça» et il me dit: «Ça a été génial la modification qu'il y a eu chez les enfants». J'en suis ravi parce que je m'y attendais pas et ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Ouais, bah, tant mieux. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais complètement perdue. Oui, Et la femme, la libraire m'a dit: «Vous allez voir, ça va vous faire du bien». Elle m'avait sélectionné 2-3 petits cahiers comme ça, dont le vôtre. Elle m'a dit: «Vous allez voir, vous allez trouver votre lumière, vous allez trouver ce qui va à l'intérieur de vous. Vous inquiétez pas, vous vivez une mauvaise passe». Mais elle avait une énergie, une foi, une telle foi que j'ai même pas hésité et je suis rentrée avec cette énergie. Et en effet, c'est un cahier qui m'a, en tout cas derrière, il y a eu plein de choses qui se sont ouvertes pour moi. Et bon, après toutes ces aventures, toutes ces expériences, toutes ces belles rencontres, bah, je me suis dit: «Tiens, je vais aller me former un petit peu au développement personnel». Alors d'abord pour moi, parce que oui, je oui. n'allais pas très bien dans ma vie, et puis dans un deuxième temps, enfin quelques années après, je me suis dit: «Tiens, je vais en faire profiter d'autres», parce que ça a juste changé ma vie quoi, intérieurement et Non, extérieurement. écoutez, je suis ravi d'être à cette origine, c'est non, ça c'est un grand plaisir. Et vous Et savez, les talents, c'est quelque chose de fabuleux. La plupart des gens se disent: «Moi, j'ai pas de talent» mmh, et lorsqu'on les discute, il y a des choses qu'elles savent faire facilement. C'est à quoi elles répondent: «Oui, mais enfin, c'est rien, je l'ai fait en 5 minutes, c'est rien». Non, tu l'as fait en 5 minutes, c'est parfait. Ton voisin va mettre 3 heures et ça sera moyen. C'est que donc, mmh, il y a quelque chose qui donc on va aller chercher quels sont ces savoir-faire dont des fois on n'a absolument pas conscience. mmh. Une fois qu'on les a identifiés, d'abord ça aide, et en termes de confiance en soi, c'est génial. Mmh. Ah, mais il y a que moi, je pense qu'on a tous des talents, Ouais, que des fois, il faut les mettre en déjà, il faut les accepter, ça, c'est le point numéro un. mmh, Ensuite, il faut les mettre en lumière. Des fois, il faut les travailler un peu parce voilà. qu'on s'attend que, bah, ce soit facile, inné ou autre, mais non, des fois, il faut les travailler un peu donc Voilà, c'est une aide pour accomplir quelque chose. Ça ne fait pas ex tout, mais c'est une aide complémentaire et qui est loin d'être négligeable. exactement. Mais on a tous, je pense, quelque chose à l'intérieur de nous Mmh, et je pense que ça va faire grand de dire ça, mais je pense que le monde a besoin de ce truc-là, sinon on ne bah serait oui. pas là. Et ça n'a rien d'égotique de dire ça. Il y a Non, quelque c'est un chose à l'intérieur de égotique moi. et puis, comme je vous le disais, le fait que ça renforce la confiance en soi permet aussi de s'autoriser à faire des tas de choses. Mmh. C'est toute une boucle à un moment donné qui commence à se mettre en place. Ouais. Parlons un peu d'autorisation. Vous avez, hem, développé une première carrière dans les Oui, finances, donc oui, un milieu stable, sécure, où on gagne bien sa vie, entre guillemets. oui, À vous dire: «Bah, tiens, je vais changer, je vais devenir coach». Et derrière, à écrire des livres, vous avez écrit énormément de livres, «Des gestes pour le dire», «Apprenez à décider», «Découvrez vos talents», «Pratiquez la bienveillance», «Je suis perfectionniste et je me soigne», «La joie de vivre selon Épicure», «Les secrets de la loi d'attraction», «L'empathie, le chemin de la bienveillance», «La sagesse toltèque au travail», «La sagesse toltèque au quotidien, travail, famille et amour», enfin avec ses amis, «Homme sous emprise», comment
enfin, et j'en passe. Et en plus de ça, moi j'en ai lu quelques-uns, ce ne sont pas des petits livres qu'on lit en 30 minutes. Comment vous, aujourd'hui, vous vous êtes autorisé à un moment donné où vous étiez en sécurité, où tout allait bien, comment vous vous êtes dit, bah tiens, je vais y aller et je vais m'autoriser à faire autre chose et être différent? Ben, si je reprends au tout début, quand j'étais adolescent, qu'on me demandait ce que je voulais faire, moi, il y avait 3 domaines qui m'intéressaient, la psychologie, la philosophie et la littérature. Sauf qu'on m'a dit: «Oui, mais sérieusement, qu'est-ce que tu veux faire comme métier?» Mais j'étais très sérieux, mais bon. À la place, j'ai fait du droit. Bon, pourquoi pas? Ça a duré pas mal d'années. Ceci étant, je regrette pas du tout, hein. Enfin, c'était le droit, mais dans le domaine de l'ingénierie juridico-financière. C'était très intéressant intellectuellement, il y a des choses passionnantes. L'avantage, je le découvre aujourd'hui, c'est que ça donne aussi une manière de raisonner, de structurer la pensée qui n'est pas négligeable. Ok. Et puis un beau jour, on va appeler ça la crise de la quarantaine pour faire simple, mais c'est un peu plus complexe que ça. Il y a eu des événements à titre personnel. Et puis dans la structure dans laquelle j'étais, il y a eu des OPA sur OPA, etc. Enfin bref, on a fini par se faire manger par un autre groupe et tout a changé. Ok. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est toujours ma place? Est-ce que dans 10 ans, j'ai encore envie de faire ce job? Donc, plein d'interrogations. Disant, finalement, j'ai peut-être plus ma place là, j'ai peut-être envie de faire autre chose. Puis un jour, quelqu'un me parle de coaching, j'avais jamais entendu parler. Coaching, c'est quoi? Donc, je suis allé voir une coach. Et puis, au bout de 3 mois, elle m'a dit, mais peut-être, je lui ai dit peut-être que le coaching serait fait pour moi. Elle me dit, c'est ce que je pensais, j'attendais que vous le trouviez. Donc, je suis parti me former en Suisse. Et ensuite, d'autres formations en développement personnel, en psychologie, en philosophie, etc. Et depuis lors, bah, je fais du coaching, je suis formateur et j'écris. Donc finalement, je suis revenu à mes amours d'origine. Mm, J'ai mm. retrouvé le domaine de la psychologie, de la littérature et Et de de la la psychologie. philosophie, ouais, Voilà. ouais. Et en Et fait, je crois que c'est vraiment c'est à un moment donné aller vers ce qu'on a envie de faire, ce qui nous plaît le plus possible. Juste entre parenthèses, à une époque, j'ai eu des clients en coaching, c'était presque une caricature. J'en ai plus maintenant. Tout au moins, ils me sollicitent pour d'autres choses. Mais à un moment donné, c'était l'homme qui a une cinquantaine d'années, qui est directeur financier, etc., et qui me dit, voilà, j'ai fait HEC parce que papa avait fait HEC, je suis directeur financier parce il était directeur financier. Donc aujourd'hui, j'ai une belle situation, je gagne de l'argent, j'ai une belle maison, j'ai une belle femme, j'ai une belle voiture, etc. Mais je m'ennuie, pour le dire mm, poliment. Je mm. voudrais faire autre chose. Ah oui, vous voudriez faire quoi? Je voudrais planter des choux et des carottes. Ah bon, on va voir comment on fait, hein. Est-ce que madame est d'accord pour avoir de la paille dans ses bottes maintenant et de quitter son statut Ouais. Voilà. Mais c'était quelque chose qui était assez récurrent. En gros, ça signifie, à un moment donné, on a obéi à des injonctions extérieures Mm. qui ne nous appartenaient pas. Il y a les avantages, c'est évident. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient dire, mais est-ce que c'est ça la vie que tu as envie de faire? Une fois qu'on a passé les échelons, on a gagné de l'argent, on a une carte de visite, etc., se dire, mais à la fin de ma vie, de quoi voudrais-je être fier? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Mm. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas une autre voie à faire? Et ça peut se décider. Alors, il y a des gens qui décident ça à 30 ans, il y en a qui le décident à 50 ans, il y en a qui le décident à 60 ans. Il n'y a pas d'âge pour ça. C'est lorsqu'à un moment donné, on se dit, il y a quelque chose qui ne me convient plus, il y a une espèce de petit étincelle en moi qui me dit, il y a autre chose. Vous avez mentionné le mot place. À un moment donné, je n'avais plus ma place ou je ne me sentais plus être à ma place. Ça, c'est quelque chose que je pense beaucoup, voire tout le monde, a déjà ressenti. Mais comment avoir le courage de s'autoriser à ce moment où je suis pas à ma place, je sens que ça résonne pas, je sens que je suis pas alignée, mais je suis pétrie de peur à l'idée de bouger. Oui, c'est-à-dire, j'avais une déconnexion à un moment donné avec mes valeurs. Alors, il y avait les avantages matériels, mais à un moment Ouais. donné, les avantages matériels ne me conviennent pas lorsque les avantages, j'allais dire, éthiques ou spirituels ne sont pas présents. Donc, ça reste encore aujourd'hui, hein. Mm. En termes de revenus, j'ai divisé ça par 10 ou par 100, mais peu importe, je suis beaucoup mieux aujourd'hui parce que j'accomplis ce que j'aime, tout simplement. Et quand vous parlez de courage, j'ai toujours été étonné
parce que tout le monde m'a dit, on me dit encore, tu as eu du courage. Et Mmh. pour moi, le courage ne correspondait pas à ça. J'avais envie de faire autre chose, mais vraiment profondément. Donc, j'ai du mal à saisir la notion de courage parce que je suis allé vers ce que je voulais, tout simplement. Mmh mh. Et ce sont d'autres personnes qui me disent: «Oui, mais tu as quitté ça, 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 ça et ça». C'est là que je me dis: «Ah effectivement, peut-être qu'il y a eu du courage ou de la confiance, j'en sais rien». Mais je crois, non, au-delà de ça, je crois que c'était surtout le plaisir de faire Mmh. autre chose. De quitter Mmh. un endroit, c'est ce qu'on retrouve en PNL, hein, s'éloigner d'eux, aller vers. Je m'éloignais de Mmh. quelque chose qui ne me convenait plus et j'étais surtout motivé d'aller vers quelque chose qui m'attirait. Où il y avait tout à Mmh. créer, tout à bâtir. OK. Est-ce que vous aviez une image claire de ce que vous vouliez ou est-ce que Du vous tout, sentiez c'était flou. C'était très c'était flou, ça s'est affiné après. d'accord, Mais ça m'arrive souvent, il y a quelque chose qui est fort. Après les contours précis, je sais qu'ils vont se dessiner ensuite. Et que je d'accord, peux prendre une voie parce qu'elle me semble être bonne, et puis tout d'un coup, une rencontre, une découverte, je ne sais quoi, qui me dit non, finalement, il y a peut-être encore autre chose à faire. d'accord, Parce donc qu'il c'est faut se une remettre en question, tout redémarrer, je redémarre. Dès lors d'accord. qu'il y a quelque chose qui me motive, qui Donc me il y a plaît, donc vous avez développé de manière consciente ou inconsciente, et je pense qu'on l'a tous, mais seulement beaucoup de personnes l'ont perdu, cette capacité à, recréer, à rebondir, à ne jamais «s'arrêter» entre guillemets. Je sens une bon, intuition, j'y vais et puis si je sens que c'est pas OK, bah, c'est pas grave en fait. Je vais juste trouver où et il y a une confiance en fait en la vie ou en une en fait, c'est ça, intuition. oui. C'est bon, après, ceci étant, ça a été mon parcours. Ensuite, tout dépend des personnes. Il y a certaines personnes qui ont besoin de quelque chose d'extrêmement structuré, planifié, et cetera. Je les comprends très bien, pourquoi pas, Mmh. chacun a son propre mode de fonctionnement. Mmh. Je sais pas, moi, j'ai une croyance qui est que je crois ma bonne étoile, voilà, savoir si c'est vrai ou faux, j'en sais rien, c'est pas le problème, c'est ma conviction. Mmh. Chaque fois quand je fais le retour sur ma vie, chaque fois qu'il y a eu un problème, parfois il y a des problèmes relativement lourds, je retombe toujours sur mes pattes. Je me dis: «Bon, bah, c'est que finalement, soit j'ai une bonne étoile, soit j'ai un talent pour tomber sur les pattes, je ne sais pas, mais enfin, il y a quelque chose qui fait que». Ouais, ouais. Après une difficulté, bien sûr, je la prends de plein fouet comme tout le monde, mais je sais que derrière, je pourrais rebondir. Mmh. C'est beau ce que vous avez dit, chacun a son fonctionnement. Bien sûr. Or, on est dans une mode très coach actuellement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de généralités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à ce chacun a ce fonctionnement et quelque part, il est bon de respecter son fonctionnement et pas celui de son Oui. voisin? Non, mais vous soulignez un point important. Des fois, j'ai un peu de difficulté à dire que je suis coach parce que le mot a été très galvaudé, hélas. Et j'ai certains confrères ou consoeurs, qui se sont autoproclamés coach un beau matin, qui en réalité sont consultants, qui n'ont pas de notion de psychologie, et qui font Mmh. vraiment du n'importe quoi. Mmh. Je crois qu'il faut vraiment avoir beaucoup de finesse et surtout beaucoup, beaucoup d'humilité. Moi, je ne sais pas à la place de l'autre. Je peux suggérer, mais c'est l'autre qui va prendre sa décision parce que je ne sais pas ce qui est bon pour lui. Mmh. Donc, quel est son besoin? Quelles sont ses attentes? De quoi la personne est capable? Quel est son rêve? Et c'est vraiment en se mettant réellement en écoute de l'autre qu'à un moment donné, on arrive à quelque chose. Mais Mmh. décider pour l'autre, non. À titre d'exemple, il y a une femme que je connaissais, avec qui j'avais travaillé à un moment donné d'ailleurs, et qui, lorsqu'elle présentait quelque chose, qui s'était intitulé coach, et qui, lorsqu'elle présentait quelque chose à un de ses clients, et le client ne le faisait pas, elle me disait, mais cette personne me fait de la résistance. Un peu le résister, de termes psychanalytiques, mais sorti de son contexte. Un peu une posture haute en fait, Voilà. également. Et alors exactement, il y a deux postulats. Le premier, c'est, elle sait ce qui est bon pour l'autre. Mmh. Moi, j'en sais rien, ce qui est bon pour vous, pour quelqu'un. Je vais Mmh. questionner. Il n'y a que vous Mmh. qui pouvez le savoir. Et deuxièmement, si vous ne le faites pas, c'est que vous n'êtes pas suffisamment mûr psychologiquement, intellectuellement, etc. Moi, je me dis tout simplement, si la personne me répond un oui mais, qui est équivalent à un non, Mmh. si elle me dit non, c'est qu'elle est en train de dire oui à un de ses besoins. Conscient ou inconscient, on va aller chercher quel est ce besoin. Un Mmh. besoin de sécurité, un besoin de légitimité, un besoin de je ne sais quoi. Carl Rogers le disait, hein, Mmh. si mon client ne sait pas, c'est moi qui dois d'abord me remettre en question. S'il n'y Mmh. arrive pas, c'est que je lui ai posé la mauvaise question ou que je n'ai pas été à son écoute. Mmh. J'ai vu que vous aviez beaucoup étudié Carl Rogers, justement. Oui, ça a été mon maître à penser. C'était votre maître à penser.
J'ai vu dans vos livres que vous avez aussi étudié le bouddhisme, Oui, la philosophie stoïcienne, les accords toltèques. Quel est le fil conducteur entre ces différentes pensées, d'après vous? le fil conducteur, c'est un peu l'idéal des Grecs. Être bien avec moi-même Mm. pour être bien avec les autres, pour être bien avec les dieux. Mm. Aujourd'hui, au lieu de dire les dieux, nous dirions avec notre environnement au sens plus global. Ouais. Mais je crois effectivement que le développement personnel est nécessaire pour soi-même se restructurer, mais il n'a de sens, selon mon point de vue, que si ensuite il est dirigé vers les autres. Mm. S'il ne l'est pas, ben oui, je tourne en rond sur moi-même, je vois pas tellement l'intérêt. On arrive à une espèce d'égotisme qui n'a pas de sens. Mm. Parce que ça, le lien commun, c'est-à-dire quel que soit le sujet que je prends, il y a toujours comment je vais me mettre en harmonie avec moi-même et avec mon environnement. Mm. J'ai lu la dernière fois un article, je ne citerai pas le journal, qui disait s'aimer soi-même, quelle drôle d'idée, ou quelle mauvaise idée. Et lorsque j'ai lu l'article, il mettait en évidence le fait que à trop s'aimer, et à être trop centré sur soi, en fait, on se coupe des autres. Exactement. C'est ce qui fait qu'on est dans une société où on est une génération où en fait on a du mal dans les relations de couple, on a du mal à entretenir les liens de famille, etc., Ouais. etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce fameux slogan que proclament énormément de coachs et de thérapeutes à s'aimer soi-même, se recentrer sur soi, être soi? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bon, on en arrive à ce que certains ont nommé l'ego spirituel. Euh, je mets mon ego Mhm. au-delà de tout. Quand je viens de vous le dire, m'aimez-moi, oui, pour pouvoir aimer les autres. Je ne peux pas donner aux autres si je ne me suis pas d'abord donné à moi-même. Ouais. Mais il faut toujours mettre la deuxième chose derrière, c'est-à-dire aller vers autrui. Si je reste uniquement sur je m'aime, je m'aime, je m'aime, il faut d'abord que je tienne compte de mes défauts, parce que j'en ai aussi, mine de rien, comme tout le monde. Non, mais C'est le plus dur. non, mais il faut être très lucide là-dessus. Et ensuite, si je fais quelque chose pour moi, dans quel but? Moi, le but, c'est qu'ensuite, ça puisse aller mieux dans ma relation à autrui. Si Mm. c'est uniquement pour moi-même, bon, bah, je peux m'enfermer dans ma tour d'ivoire, me contempler tous les matins dans un miroir et je finirai comme Narcisse, hein, qui s'est noyé à force de se contempler. Mm. Je vois pas tellement l'intérêt. Mm. Je pense que le mot que vous avez utilisé au tout début, qui me parle beaucoup, c'est l'humilité. Avoir cette humilité de connaître mes faiblesses et mes défauts, Ah oui, voilà, et de connaître aussi mes forces, parce qu'il y a des individus, moi je vois, j'accompagne beaucoup de femmes, qui sont trop centrées sur leurs faiblesses ah oui, ça. et qui par moments peuvent aller vers des jeux de manipulation de manière inconsciente Oui. et qui pour le coup n'utilisent pas leurs forces. Donc elles sont dans je nourris mes besoins en manipulant, mais de manière très inconsciente. Vous avez effectivement, c'est intéressant ce que vous avez dit, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ouvrages aujourd'hui ou d'articles qui disent qu'il faut s'aimer soi-même, etc. Donc vous avez que des qualités, il y a du divin en vous, enfin c'est magnifique. Puis de l'autre côté, vous avez la société civile qui regarde toujours tous vos défauts. C'est vrai en plus. J'accompagne également en formation, j'accompagne également, c'est une autre partie de, généralement je fais des formations pour manager, mais j'ai un autre pan aussi qui est tout aussi passionnant que je vais développer. Ce sont des femmes en difficulté parce qu'elles sont éloignées du marché du travail depuis quelques semaines, quelques mois ou quelques années, en difficulté parce qu'elles sont toutes seules, avec ou sans enfants, parce que le mari, s'il y en a eu un, bah, est parti ou les tapette, donc c'est elles qui sont parties, etc., etc. Et lorsque je discute avec elles, toutes m'ont dit, le problème à Pôle emploi, c'est pas pour taper sur Pôle emploi, mais elles me l'ont toutes dit, quel que soit le centre dans lequel elles étaient, on ne fait que nous dire, voilà ce que vous n'avez pas, voilà ce que vous ne savez pas faire. On regarde toutes leurs insuffisances. Donc elles ont le moral en dessous du niveau de la mer. Moi, je leur ai dit, bien sûr, vous avez des insuffisances comme tout le monde, nous, on va regarder tout ce que vous savez faire. Donc comment on va les chercher? Il y a les talents dont on parlait tout à l'heure, il y a les savoir-faire, il y a ce que vous avez acquis, il y a vos compétences. C'était une femme comme ça qui me disait, oui, moi, la seule chose que j'ai fait, c'est des enfants, j'ai 5 enfants, c'est tout, je sais rien faire d'autre. On a travaillé là-dessus. Je lui ai dit, finalement, dans ta manière d'élever tes enfants, de structurer tout ça toute seule, tu as développé tel type de compétences, tel type de C'est savoir-faire, énorme. on va l'isoler et on va le dupliquer sur d'autres domaines. Alors, ça a été un grand bouleversement dans sa tête, et pof, génial, ça y est, elle a retrouvé un job. Ça s'est pas fait en claquant des doigts, mais tout d'un coup, se dire, finalement, il y a des tas de choses que je sais faire,
Je le faisais dans le milieu familial, maintenant je peux le faire dans le milieu professionnel. Bien Donc, au lieu de évidemment. regarder ce qu'elle n'avait pas, elle n'avait pas de diplôme, elle n'avait pas ceci, pas cela, regardez ce qu'elle sait faire aussi. Mmh. Surtout qu'on le dit Sinon, on pas reste sur les insuffisances. ouais, surtout qu'on ne le dit pas assez, mais les enfants, enfin, gérer une famille, c'est gérer une entreprise. Mais exactement. Et donc, vous voyez, ça reprend ce qu'on disait. Vous avez d'un côté les articles qui vous disent vous êtes génial, et puis de l'autre côté, la société civile qui vous dit finalement, tu sais rien faire. Mmh. Alors finalement, je fais quoi? Mmh. Ah, c'est pas évident. Mais Mmh, non, parce j'avoue, c'est que pas évident. c'est un peu cette pensée binaire en permanence. Je regarde un côté ou je regarde l'autre, alors que les deux fonctionnent en même temps. 2 fonctionnent ensemble. Et Les s'il 2 y a de fonctionnent l'ombre, c'est parce ensemble. qu'il y a de la lumière, hein. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Enfin, donc les contraires existent nécessairement. Ouais, et on a besoin de ces 2 contraires. Heureusement. Ouais, mais c'est bien de le préciser parce qu'on a Oui, non, tendance mais à c'est l'oublier. l'essence même de la vie, en fin de compte, hein. C'est l'essence même de la vie. Et c'est un petit peu ce que Bouddha nous partage aussi avec cette fameuse voie du milieu, ni dans un Exactement, extrême, ni dans l'autre, mais être exactement. au milieu, Tout à fait. accueillir le tout Ouais. dans son ensemble. Ce qui est très compliqué parce qu'on veut être lumière, ou beaucoup de personnes veulent être lumière, Ouais. mais elles se font dominer par leur ombre. On est les héritiers de la pensée d'Aristote, hein. La pensée binaire, c'est soit l'un, soit l'autre. La fameuse théorie du tir exclu, c'est-à-dire ce qui pourrait être autre n'existe pas. Soit c'est ceci, soit c'est cela. Et on fonctionne toujours comme ça, hein, dans Mm. tous nos discours d'aujourd'hui, en Ouais, permanence. très souvent, oui. Ouais, 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 Si j'ai raison, tu as donc tort. C'est ouais, constamment en permanence, sans ouais. chercher la possibilité justement de faire se joindre ces deux choses contraires. Et il y a un point commun entre les deux. Et c'est ça qui va être intéressant. Mais est-ce que c'est pas l'insécurité aussi qui fait que je n'arrive pas à me mettre dans les baskets de l'autre ou je n'arrive pas à comprendre l'autre? J'ai tellement peur et je me sens dans une telle insécurité que j'ai besoin que l'autre rentre dans mes cases ou j'ai besoin de contrôler l'autre. Oui, absolument. C'est absolument ça. L'émotion la plus courante, la plus communément partagée, dirons-nous, on le voit d'ailleurs depuis la crise du Covid, c'est extraordinaire. Elle, c'est plein d'enseignements de ce point de vue-là. C'est énorme, le Covid, c'est La énorme. peur est déterminante. Le besoin qui est associé à la peur, c'est celui de la sécurité. Donc, je cherche ma sécurité. Et aujourd'hui, elle passe par des discours. J'ai un discours qui me sécurise moi. Donc, adhère à mon discours, parce que sinon, tu vas me mettre une peur complémentaire. Dans un sens ou dans l'autre, hein. Mm. Et comme l'autre ne veut pas, de la peur, je passe à la colère. C'est pour ça que je dis toujours, peur et colère marchent la main dans la main, hein. Je passe de l'un à l'autre très très vite. Mm. Et donc, je veux soumettre l'autre à mon idée parce que ça me sécurise, sans vouloir essayer d'écouter ce qu'il est en train de me dire. Mm. Il y a un manque d'empathie totale. Justement, parlons d'empathie. Vous avez écrit un très beau livre à ce sujet-là. Quelle est votre définition à vous de l'empathie? L'empathie, ça va être essayer de comprendre l'autre. Comprendre l'autre au niveau émotionnel et comprendre l'autre au niveau intellectuel. Il y a les deux dimensions qui généralement vont ensemble. Qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Pourquoi le dites-vous? Je ne porte pas de jugement dessus. J'essaye d'abord de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Mm. Après, je peux être d'accord ou ne pas être d'accord, mais vous posez les choses. Une fois que vous avez posé, je vais vous demander de me laisser déposer également. Ensuite, on va pouvoir commencer à discuter. Plutôt que de se rentrer dedans en disant j'ai tort, tu as raison, ou j'ai raison, tu as tort. Enfin bref, et là, on n'y arrive pas, on part en conflit. Et comment développer son empathie quand on nous a appris à avoir peur et à se méfier de l'autre? C'est une bonne question. Très bonne question. Comment muscler ce muscle? Parce que c'est un muscle en fait. Et comment muscler ce muscle de l'empathie quand on nous a appris à quelque part s'en couper, s'en détacher? Essayez de comprendre ce que l'autre est en train de me dire pour éviter les conflits. La genèse d'un conflit est d'une évidence extrême. C'est que ce soit entre deux personnes, deux groupes de personnes, voire entre deux États ou deux nations. C'est j'ai raison, tu as tort. C'est permanent. C'est quitter ça pour se dire ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter là, que je comprenne? Argumente, donne-moi des preuves, etc. Pas d'affirmation gratuite. J'ai besoin de structurer la chose qui est posée là. Ok, donc Donc, ça, je vais faire un effort pour. Donc, il faut aussi que j'ai envie
de bâtir un discours, j'ai envie que l'on trouve une solution. Si j'ai pas envie, parce que je considère que de toute façon j'ai toujours raison, bon, bah, c'est même pas la peine qu'on discute, hein. Mm. Donc, est-ce que derrière ça, ce serait avoir une envie d'être relié à l'autre ou avoir une envie de Oui, comprendre l'autre au-delà d'avoir envie d'avoir raison? exactement. Je le vois souvent dans le milieu professionnel, mais c'est exactement la même chose dans le milieu familial. Mm. Hein. Je suis avec mon adolescent qui est en train de faire quelque chose qui ne me convient pas. En gros, ça va être arrête de faire n'importe quoi, tu vas m'obéir. J'ai pas Mm. cherché à le comprendre. Mm. Je dis pas que mon adolescent qui fait son truc a raison. Il a peut-être des raisons que j'ignore complètement puisque je lui ai pas demandé de me les exposer. Mm. Et je n'ai pas pris le temps d'ailleurs de lui exposer pourquoi je veux ça. Je lui ai donné un ordre. Résultat, ça clash. Mm. Ça peut être la même chose avec son conjoint, ça peut être, etc., etc. Enfin, avec toutes nos relations, je ne cherche pas à comprendre le pourquoi. Je ne fais pas l'effort d'aller vers autrui, en fait. Mm. D'aller chercher le pourquoi, est-ce que d'aller chercher ce pourquoi, c'est d'aller chercher le besoin de l'autre ou d'essayer de comprendre son besoin? Très souvent, il y a une question de besoin derrière. On vient de le voir avec les émotions, hein. Mm. Si vous m'affirmez quelque chose avec force, etc., c'est que vous avez un besoin derrière, hein. Peut-être de Mm. sécurité, comme on l'a vu. Mm. Donc, pour être parfaitement sécure, vous avez besoin que j'adhère à vos propos. Mm. En de chance, je suis pas d'accord. Ah, comment on va se remettre en équilibre? Ouais. Il y a Daniel Goleman qui dit une chose très belle, je trouve, c'est communiquer, c'est aussi savoir gérer les émotions de l'autre. Et est-ce que vous avez des tips à nous donner sur comment communiquer quand l'autre en face, il ne gère pas ses émotions? Quand il part de la colère à la tristesse, à la colère, à la peur, et qu'en fait, en face, ça aboie ou ça pleure, comment on fait pour rester calme? Donc moi, c'est le premier point que je dirais, c'est rester calme, respirer, être là. Et comment on fait à ce moment-là pour être en reliance avec l'autre? Oui, je reste souvent sur le schéma, le fameux cerveau triumvique de, comment il s'appelait celui qui avait fait ça, un Américain. C'est son nom m'échappe, peu importe. Une théorie qui aujourd'hui est contestée où vous divisez le cerveau en cerveau reptilien, cerveau limbique et Ouais. cortex. Bon. Moi, je m'en sers, je le caricature encore plus pour que les gens comprennent. Le limbique, c'est ce qui reçoit les émotions. Et le Mm. cortex qui permet de réfléchir, hein. Vraiment, je simplifie à l'extrême. Je dis d'ailleurs Mhm. toujours aux gens, si vous avez un ami qui est neurochirurgien, ne lui parlez pas de ce que je vous raconte parce qu'il va dire que c'est faux. Absolument pas. Mais mon objectif, c'est que ce soit directement compréhensible. J'ai imaginé que limbique soit comme un ballon de baudruche. Il y a une Mm. émotion, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Le cortex, bah, il rétrécit d'autant. Quand vous Mm. avez une émotion très forte, vous pouvez plus réfléchir. Mm. Quand vous avez peur ou quand vous êtes en colère, vous ne réfléchissez plus. C'est impossible. Donc déjà, il va falloir diminuer ce côté émotionnel. Si la personne a peur, ma première question, ça va être de quoi as-tu besoin? Finalement, plus ça va, plus je me dis c'est la meilleure question à poser. Mm. Ah, j'ai besoin que ceci, j'ai besoin que cela. Ok, on va voir si on peut ou si on ne peut pas. Mais déjà, le fait d'exprimer, ça diminue. Si la personne est en colère, c'est plus délicat, surtout lorsque la colère devient violente. Mm. Si c'est trop dur ou s'il y a un manque de respect, pour moi, le respect est une ligne rouge. Mm. Je préfère couper la conversation, voire dire, écoute, c'est pas peine qu'on discute, on reprend ça plus tard, ou je vais faire le tour du pâté de maison, on se revoit dans 10 minutes ou demain, mais il va falloir se retrouver à un moment où cette émotion n'est plus là. Parce que la colère peut être, dans certains cas, on peut plus discuter. Mm. L'échange peut être, je parle pas d'agression physique, quand même pas, mais au moins verbal, des fois ça peut être très violent. Mm. Ici, c'est la tristesse, le besoin associé à la tristesse, c'est le réconfort. Donc la personne a besoin de présence. C'est une présence qui vient du cœur. Des fois, les mots ne servent à rien d'ailleurs. On a Mm. tous expérimenté. Vous êtes juste là. Et si vous le faites vraiment avec votre cœur, c'est comme une espèce d'énergie qui se comprend. D'accord. Il Donc, faut que ça s'apaise et après, la personne peut commencer à parler si elle le souhaite. Je n'oublie jamais. Je laisse toujours l'autre complètement libre si elle souhaite exprimer sa tristesse. Et ça se libère après parce que je lui ai laissé le choix. mm. On en revient à l'empathie. Exactement. Mm. Et donc, par rapport aux émotions, voilà un peu comment, pour ces trois émotions-là, comment j'essaie de gérer la chose.
La plus difficile, c'est la colère, hein, parce que les gens n'écoutent plus. Mmh. Ils vous lancent des anathèmes. On le voit en ce moment, hein, regardez, Mmh. t'es Oui, ils sont anti-vax ou tous. t'es pro-vax, t'es pro-vaccin ou anti-vaccin, t'es pro-pass sanitaire ou anti-pass. Enfin, on est toujours l'un ou l'autre, toujours Aristote, mais avec une violence dans les Mmh. termes. Stop, stop, stop. Tu Mmh. penses ça, c'est très bien. Explique-moi pourquoi tu penses ça. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi moi je pense ça. Des fois, ça permet, par l'empathie, de clarifier la chose. Certains jouent le jeu. Mais ceux qui ne le veulent pas, l'empathie n'ouvre pas toutes les portes. Il y a Mmh. des personnes avec lesquelles on ne peut pas discuter. Dans ce cas-là, j'arrête, hein. J'arrête. Qu'est-ce que Justement, vous voulez faire? j'aimerais rebondir là-dessus. C'est un point très important. Dans votre livre Les pièges du développement personnel, les 10 Oui, pièges du développement personnel, vous parlez de l'amour inconditionnel. Et je pense que là, on touche ce même sujet. Et ça, je vois beaucoup d'élèves en CNV, donc en communication non violente, aller dans de l'empathie, vouloir toujours être en mode girafe, donc dans cette empathie, dans ce cœur, être dans cet amour inconditionnel, mais en face, il y a tout simplement quelqu'un qui n'a pas la volonté de, ou qui n'a pas la volonté tout simplement de comprendre, d'essayer de se mettre à la place de l'autre, ou même d'essayer de changer. Et j'aimerais bien que vous puissiez un petit peu me parler de ça, de l'amour inconditionnel, de l'empathie, et quand tout simplement, des fois, ben, ça ne suffit pas en fait. ben, je peux aussi revenir sur un mode beaucoup plus cognitif, demander à la personne quel est le but qu'elle est en train de poursuivre. Hmm. Est-ce qu'elle souhaite une discussion ou est-ce qu'elle souhaite simplement me donner des vérités que je partage ou que je ne partage pas? Mais quelle est son intention? Si elle veut que je sois d'accord avec elle et que je ne le suis pas, bon, on va arrêter la conversation, c'est pas la peine. Si elle veut qu'on échange, on peut continuer, ça peut devenir enrichissant. L'amour inconditionnel, il faut que j'aime tout le monde, quoi qu'il se passe, je suis contre, je trouve ça terriblement dangereux. Hmm. Je l'ai vu dans des couples, enfin, j'ai vu une fois une femme comme ça qui disait, de toute façon, l'amour inconditionnel, c'est le seul vrai, etc. Je lui dis, mais vous êtes face à un homme qui vous maltraite, pas seulement verbalement, en plus physiquement. Hmm. Vous allez quand même continuer à lui donner de l'amour, c'est-à-dire vous poser à vous offrir en victime, en fin de compte, parce que vous allez devenir victime pour de bon maintenant, hein. Hmm. Stop, vous êtes en train de vous détruire, vous ne me changerez pas, et en vous détruisant, vous risquez de détruire d'autres personnes autour de vous. Hmm. Donc, à un moment donné, revenez sur vos valeurs. Hmm. Quittez ce dogme, revenez sur vos valeurs. Les valeurs, je ne sais pas quelles sont les vôtres, mais il y a peut-être celle du respect, celle de la dignité, celle de je ne sais quoi. À un moment donné, il va falloir faire attention. Hmm. Pour moi, l'amour, c'est sous condition, hein, Alors, toujours. Sous est-ce que, condition que je respecte l'autre et que l'autre me respecte. alors, bien évidemment, mais est-ce que c'est de l'amour inconditionnel ou est-ce que c'est je ne sais pas poser mes limites? Alors, il y a pour certains, je ne sais pas poser mes limites, et pour d'autres, il y a la fidélité à un dogme. D'accord. Il y a une pensée qui a été dite, c'est comme ça, c'est très beau, c'est très bien, éthiquement, c'est génial. Je reste fidèle à ce dogme. Mais les théories face à la pratique, généralement, ont souvent besoin de prendre des chemins de traverse, hein, parce que la pratique, c'est autre chose. Mais des fois aussi, c'est parce que je ne sais pas poser de limites. Et c'est une manière de donner une certaine caution morale à ma faiblesse. Je ne vais pas Hmm. afficher ma faiblesse, parce que Hmm. je vais me sentir... Non, c'est parce que j'ai une valeur morale, une éthique, etc. Ça fait plus beau, pas Hmm. forcément. Mais ce n'est pas positif parce que ça ne change rien. Hmm. Vous avez une personne qui va nécessairement être malmenée, et l'autre qui se dira, ça y est, j'ai encore remporté une manche, je peux y aller gaiement, Hmm. avec elle et avec d'autres. Hmm. Donc, c'est négatif pour tout le monde, en fait, à un moment donné. Hmm. C'est là où ça devient pervers. Ouais, c'est là où ça devient pervers. Et à ne pas confondre avec l'empathie, parce qu'il y a des personnes qui subissent parce qu'elles ne savent pas poser leurs limites ou parce qu'elles ont peur de poser leurs limites, qui derrière disent que c'est de l'amour inconditionnel et se disent empathiques. Or, Oui, on est tout à plutôt fait. dans une spirale descendante. J'ai beaucoup travaillé sur la manipulation et j'ai eu des témoignages après le livre que j'avais sorti sur les femmes manipulatrices. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Il y a des cas qui sont parfois réellement dramatiques, mais qui sont une violence. J'avais dit à mon éditeur d'ailleurs, j'ai édulcoré tous les témoignages que j'ai eus parce que sinon on ne croirait pas. Ah Euh, oui? ah oui, il peut y avoir une intelligence, une perversité, pourtant je l'ai l'imagination. Alors des fois, ça me dépasse. À un moment donné, il ne faut plus essayer de comprendre l'autre. L'empathie, il ne faut pas la faire avec tout le monde.
tout le temps, n'importe comment, avec n'importe qui. À un moment donné, je n'ai plus à chercher à comprendre l'autre lorsque ce que l'autre fait est inacceptable. Mm. Donc, il y a une barrière à mettre. Mm. L'empathie, c'est nous sommes en train de discuter sur un sujet donné, etc. Et puis, à un moment donné, il va y avoir une stop. Et pour moi, la barrière de l'empathie, c'est la valeur. Quand ça touche mes valeurs, je ne peux plus être empathique. Mm. Donc, il faut connaître ses valeurs. Absolument. Et d'ailleurs, quand on touche vos valeurs, il suffit que vous me donniez 2, 3 de vos valeurs, que j'aiguillonne un petit peu là-dessus, que vous allez partir en live tout de suite. Hein. C'est Ah, très tout de facile. suite. Parce Tout de qu'une suite. valeur, c'est quelque chose qui est tellement déterminant que vous ne supportez pas que ça soit bafoué. Ouais. Donc à ce moment-là, l'empathie s'arrête. Je ne peux plus être empathique avec quelqu'un qui est en train de bafouer mes valeurs parce que ça me met hors de moi. C'est sur quoi j'ai bâti mon existence. Mm. En tant que valeur spirituelle suprême. Mm. Mm. D'ailleurs, c'est l'un des exercices pour retrouver ses valeurs. C'est quels sont mes beaux souvenirs qui justement viennent toucher mes valeurs hautes et quels sont les souvenirs où je sens que je suis encore touchée émotionnellement, mais plutôt dans des émotions basses, donc la colère, Voilà, la peur et autres. Ce qui me permet de mettre de la lumière sur mes valeurs et derrière de pouvoir vivre en cohérence avec ça et plus avec celle de ma mère ou celle de la tout à fait. société ou autre. Et c'est important ce que vous dites parce que certaines personnes ne vivent pas en cohérence parce qu'elles ont épousé les idées d'autres personnes. Mm. Généralement, nos éducateurs, c'est normal. Hein, nos parents ont été les premiers à nous dire ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Mais on n'a pas remis ça en cause. Et on peut avoir des valeurs qui sont différentes. Mm. Et tant que je ne suis pas conscient de quelles sont mes valeurs, je peux vivre en disharmonie avec elles sans le savoir. Et chaque fois, je ressens un mal-être. Mm. Ouais. Alors que lorsque j'ai bien identifié mes valeurs, que je suis dans un contexte qui permet de les nourrir régulièrement, pas tous les jours, à chaque instant, mais de manière régulière, à ce moment-là, je suis en harmonie. Mm. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je suis en harmonie avec moi-même, donc avec mon environnement. Mais Exactement. lorsque je suis contre mes valeurs, à un moment donné, c'est une lutte contre moi-même. Et étrangement d'ailleurs, j'ai aussi pas mal travaillé avec des personnes qui étaient en burn-out, mais des burn-out sévères. Hein, sur le truc, si vous revenez à la surface, vous êtes quand même un peu esquinté. Il y a un point commun, chaque fois, c'est, à un moment donné, je n'obéis plus à mes valeurs, je ne les respecte plus. Alors, c'est pas le facteur déterminant, mais c'est un facteur en plus qui fait Mm. que, au-delà de la charge de travail, au-delà de la relation qui peut être conflictuelle, etc., il y a le fait que je travaille contre ce qui m'est important. Mm. Donc, à un moment donné, le cerveau, il dit stop, on arrête, allez, on coupe tout, et hop, je t'envoie un burn-out, au moins, je vais te sauver. Ah ouais. Paradoxalement, c'est Mm. ça. Hein. Donc, en fait, Je caricature un peu, mais il y a de oh, ça. il y a beaucoup de ça. Est-ce que c'est une forme de limite qu'on pousse, qu'on pousse, qu'on pousse, et au bout d'un moment, ok, on verrouille tout. Ça craque, voilà. C'est ça, hein, ce qui se passe. Vous Hein. allez travailler contre vous-même. Mm. Généralement, le corps vous envoie des tas de signaux. Hein. Vous Mm. envoyez des insomnies, des maux de tête, des mal de dos, des maux d'estomac. Enfin, il vous envoie plein de petits trucs. Allez, une pilule pour bien dormir, une petite pilule pour me réveiller, etc. Je fais pas attention à ça, je continue. À un moment donné, votre cerveau vous dit, bon, bah, écoute, t'as pas voulu m'écouter, on va couper la communication. Hein. Mm. Mm. Clac. Mm. Pendant que vous parliez, j'ai une image qui m'est venue. Je vous la partage et vous me dites si ça vous parle ou pas. Mais j'ai une image on le disait au début de l'interview, on a tous un talent, on est Oui, tous là pour offrir quelque chose au monde. Donc on a tous à l'intérieur de nous quelque chose qui ne demande qu'à fleurir, qui ne demande qu'à grossir et à prendre de la place. Et est-ce que au fur et à mesure, justement, qu'on travaille contre nous, donc on est un petit peu comme une cellule d'un corps bien plus grand, où on travaille contre le système, puisqu'on travaille contre nous, on travaille contre le système, le système naturellement dit, en fait, tu es défectueux, donc on arrête là. ouais. Est-ce qu'il y Il a y a un un peu peu de de ça? ça. Et puis, quand vous travaillez contre vous-même de manière régulière, je vous raconte pas votre humeur. Vous devenez sacrément difficile à vivre. Hein. Ouais, pour vous et votre Vous, entourage. Ah oui, non, mais c'est votre terrible. émotion dominante, c'est celle de la colère. Ouais. Donc, vous êtes dans un système relationnel qui est défectueux. Ça commence au bureau et ça continue dans la famille, avec les amis, etc. On Ouais. est constamment sur les nerfs. C'est très, très pénible. Ouais. Si vous dites Donc, à la personne, tu devrais peut-être te reposer un peu, c'est ah non, je peux pas. Il n'y a plus de discours possible jusqu'à ce que ça craque. ouais. Ouais. Donc on est dans une spirale
ou quoi qu'il arrive, là, il Oui, faut vraiment se reprendre en main. Et le premier point, de ce que j'ai cru comprendre, pour vous, le premier point, c'est de venir à ses valeurs. C'est de mettre de la c'est lumière quelque sur chose ses de, valeurs. c'est quelque chose de vraiment déterminant. C'est ce qui vous donne un sens à votre Mmh. existence. Est-ce que je suis en harmonie par rapport au sens que je veux donner à ma vie? À l'époque, il y a des questions que je posais, alors je les pose moins maintenant parce que certaines personnes sont très mal à l'aise avec ça. C'est quel épitaphe voudrais-tu voir une fois que tu ne seras plus de ce monde? Et Mmh. certaines personnes sont très très mal à l'aise avec l'idée de la mort et de leur propre mort, donc je respecte, pourquoi pas. Mais ça serait une manière de résumer en quelques mots qu'est-ce qu'a été ma vie, qu'est-ce que Mmh. j'ai été, qu'est-ce que je veux laisser en souvenir, en partage. Est-ce que je voulais contribuer à l'embellissement du monde? Ou est-ce que je voulais celui qui cliquait le plus vite possible sur son smartphone? Et pourquoi pas? Enfin, tout est possible. Qu'est-ce que j'ai envie réellement, au fond de moi-même, d'accomplir? Alors maintenant, je prends plutôt pour les personnes qui ont les enfants, si j'ai des enfants, quelle est la chose déterminante que je voudrais constater chez eux? Parce que Mmh. généralement, je vais donner à mes enfants ce qui pour moi est déterminant. Ce qui est déterminant, ce sont mes valeurs. Donc, tu peux t'éteindre les cheveux en rouge, même si j'aime pas, mais dès lors que tu es fidèle, ou dès lors que tu es loyal, ou dès lors que tu es généreux, ça me convient. Mmh. Ouais. Donc on transmet ses valeurs à Voilà. ses Donc, c'est le sens que je donne à mon existence, c'est aussi la manière dont j'organise mon existence. mmh. Et Mmh. si je sais pas si je suis quelqu'un pour qui l'honnêteté est fondamentale. Imaginez que je travaille dans une équipe dans laquelle on va tous se tirer dans les pattes, peu importe si on ment ou si on raconte n'importe quoi, dès lors qu'on peut faire du chiffre. Je vais pas tenir longtemps, hein. Mmh. Ou alors je vais faire semblant, mais je vais être très très mal en revenant chez moi. Mmh. Donc ça peut jouer aussi là-dessus. Non seulement je vais faire semblant, je vais emmagasiner des émotions que je n'ose pas exprimer, je vais rentrer chez moi et là, je peux me défouler. Oui, Et d'ailleurs, dans les constellations familiales, ce qu'on voit, c'est que c'est souvent le petit dernier de la famille qui prend toute la charge émotionnelle de la famille. Donc la maman, le papa va se défouler sur la maman va se défouler sur le plus grand va se défouler sur le oui, oui, moyen, il y et a, il le y a- moyen, il y a un côté entonnoir, il y a une ouais. espèce d'entonnoir où le dernier, en fait, prend toute la charge émotionnelle qui n'est pas expulsée de manière sain, en fait, tout Oui, simplement. et puis s'il le veut, on va lui dire: «Tu es le mouton noir de la famille, tu es le rebelle» et cetera. Alors que c'est Exactement, souvent, pas toujours, mais souvent quelqu'un qui a besoin d'exister par lui-même exactement, et qui sent exactement. qu'il y a un poids qui n'est pas le sien, qui ne lui appartient pas, mais c'est complètement flou. Il a besoin de faire autre chose pour dire: «J'existe». Exactement, c'est souvent c'est celui qu'on appelle dans les différents livres le mouton noir, celui qui ressemble pas ou celui qui, alors Le dans vilain le petit milieu, canard. le vilain petit canard, dans le milieu spirituel, c'est celui qui doit mettre de la lumière Pourquoi sur pas? toute la famille. Oui, pourquoi pas, tout ça, ce sont des interprétations, Voilà, peu importe, mais ce qui est important de conscientiser pour les femmes et voilà, les hommes qui regardent ça, aujourd'hui, cette vidéo, c'est si vous n'êtes pas en lien avec vos valeurs, c'est que du coup, vous allez vivre une vie qui va pas être agréable pour vous, donc vous allez emmagasiner des émotions qui vont pas être bonnes, vous allez pas être en empathie avec votre entourage, donc du coup, ça va créer des conflits, vous allez pas être dans le moment présent et que c'est bah, souvent le plus petit voilà. Il y a un qui cercle vicieux qui se met en route voilà. et ça débouche sur la confiance en soi. La Je pourrais dire 99 voire 100 des demandes qui me sont faites sont: «Je n'ai pas confiance en moi», Mmh. qui vont se décliner: «Je voudrais changer de métier, je voudrais changer de conjoint, je voudrais changer d'appartement» et cetera, peu importe. Confiance en soi, ça répond à la question: «Est-ce que je suis capable de?» Mmh. Et j'estime que je ne suis pas capable parce que je vois que des manques. Mmh. Et vous voyez que tout ça, ce que vous venez de dire, tout ça se boucle, hein. Mes Ouais. valeurs, mes talents, mes croyances, mes émotions. C'est tout un ensemble, toute une constellation qui, à un moment donné, arrive à je suis pas bien parce que j'ose Mmh. pas faire. Mmh. Sans se rendre compte qu'à côté de ces manques, il y a, comme nous disions tout à l'heure, toutes les qualités, tous les avantages, toutes les ressources que nous pouvons avoir, que ce soit des ressources financières, matérielles, humaines, relationnelles, spirituelles, etc. Il y en a plein. Tout est là. Tout est là, en fait. Tout est là. Il suffit juste de les rassembler et commencer à les construire pour qu'une œuvre apparaisse. Mmh. Alors, des fois, on arrive à déceler, mais il y en a une ici, il y en a une là, etc. Je vois pas le lien entre, j'ai l'impression que je suis dispersé. Non, on va les remettre ensemble et on construit quelque chose, et comme vous le dites, tout est là. Mmh.
Et pour voir, ce tout est là, on va juste fermer cette boucle, il y a besoin d'accepter. Ouais. Oui, D'accepter et s'autoriser à avancer. j'accepte ce qui est, voilà, je constate. Je ne dis pas c'est bien ou c'est mal, je constate. C'est très dur de dire, de pas se dire c'est bien ou c'est mal, parce qu'on a tout de suite un jugement moral qui interfère. Ouais, Donc, très fort. stop, je reprends, voilà ce qui est. Des fois, il faut s'y reprendre 3, 4, 5, 10 fois, peu Ouais. importe. Je constate. Et puis, il y a ça que je peux utiliser, ça, je peux rien en faire. Là, je peux agir, là, je peux pas agir. Enfin, voilà, Mmh. je commence à prendre du recul par rapport à moi-même. Donc, j'enlève toutes ces parties émotionnelles négatives, entre guillemets, pour essayer de regarder ça avec quelque chose de beaucoup plus lointain, plus extérieur. Mmh. Mmh. C'est ce que je dis souvent à mes clientes, c'est vous prenez de la distance et vous regardez tout ça avec beaucoup de bienveillance. Voilà, C'est l'enfant à l'intérieur de vous qui, à un moment donné, a eu besoin de ça et c'est pleinement OK et exactement. ce ça vous a sauvé la peau à un moment ou à un autre et maintenant Et c'est on fait une d'autant mise à plus jour, important ce que vous dites, c'est que ça enlève aussi la culpabilité. évidemment. Parce que le nombre de personnes qui sont coupables de faire quelque chose. Ce à Oui. quoi je leur réponds toujours, je crois que c'est l'analyse transactionnelle qui en parle, mais je trouve ça très très juste. Quand on fait quelque chose, à un moment donné, on fait ce qu'on estime être le mieux à ce moment-là. Sinon, on fera autrement. On va pas faire quelque Mmh. chose d'idiot si on sait que c'est idiot. Mmh. Ce n'est Mmh. qu'avec le recul, une fois qu'on est hors contexte, hors émotion, et qu'en plus on connaît les conséquences de ses actes, on se dit ce que j'ai fait est idiot. Peut-être. Mais au moment où je l'ai fait parce que je pensais que c'était ce qu'il y avait de mieux. Sinon, Mmh. j'aurais fait autrement. Mmh. Tout simplement, ouais. Donc, on va réparer peut-être les conséquences négatives. Ceci étant, on va d'abord enlever surtout la culpabilité parce que ça, c'est un frein qui ne sert à rien. Mmh. Mmh. Donc, on s'en veut, on s'en veut, on s'en veut. Bon, bah, c'est fait et on a fait ce qu'on croit être le mieux. Même dans l'éducation de ses enfants. Enfin, je parle pas des cas de maltraitance avérés faits intentionnellement. Ça, c'est encore un autre sujet. Mmh. Mais bien sûr, il n'y a pas de parent parfait, il n'y a pas d'enfant parfait. On fait ce qu'on croit être le mieux. Mmh. Et ce n'est que des années après qu'on se dit, tiens, j'aurais peut-être dû ceci, j'aurais peut-être dû cela. Ok, bon, on va réparer. Même ce qu'on appelle alors moi j'ai une théorie, mais qui fait partie de mes croyances, hein, très clairement. Très bien. Hem, Même nos saboteurs, Oui, ce sont des parties de nous qui, quelque part, veulent nous protéger ou veulent nous sécuriser ou veulent le mieux, le meilleur pour nous. Alors ce sont peut-être des comportements que rationnellement et moralement on se dit: «Bah non, je devrais pas» et cetera. Mais à un moment donné, il y a une émotion que j'arrive pas à gérer qui va créer une pulsion. ouais, Et il y a une partie de moi qui va dire: «OK, tu as pas le courage, OK, tu es pas dans le moment présent, je prends le dessus et voilà, du coup, je vais aller nourrir ce besoin dont exactement. tu n'as pas conscience». L'émotion est parfois vue de manière négative. Les gens qui me disent: «J'arrive pas à gérer mes émotions». Mais il y a aussi un aspect très positif de l'émotion. Heureusement qu'elle est là d'ailleurs. Heureusement. Et en plus, on vit en permanence avec nos émotions. Si on n'avait pas d'émotions, on serait plus des êtres humains, on serait des robots. Mmh, mmh, On est constamment avec. Donc, il va falloir jouer avec, mais savoir qu'elles sont pas nécessairement négatives, elles sont aussi positives, ont leur raison d'être. mmh, Elles sont, comme vous dites, un indicateur à un moment donné qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être réparé, qui a besoin d'être pris en considération, qui a besoin d'être développé, enfin peu importe, mais ça m'indique quelque chose. mmh. Les émotions. Je- Et voilà. Et si je ne porte pas un jugement moralisateur négatif sur ce que je ressens, bienveillance, vous dit, c'est exactement ça, je peux commencer à comprendre. Donc, je prends du recul. C'est l'avantage du coach, hein, c'est qu'il permet aussi de prendre du recul par Mmh, rapport à ce qu'on est en train de vivre. ouais. Parce que lorsqu'on est tout seul avec soi-même, qu'on a le nez dans le guidon, des fois, on n'a plus aucun recul. Mmh, Donc, c'est bon de pouvoir en parler à quelqu'un, voilà ce qui se passe, et l'autre va m'aider justement à mmh, apaiser la chose. mmh. Ah mais je crois profondément, moi, qu'on ne peut pas faire son travail sur soi tout seul. Non. Heu, c'est pas possible. On est face à nos problématiques, on est «aveugle» entre guillemets, donc on a besoin de quelqu'un juste pour nous faire un miroir et pour nous aider à prendre du recul par rapport à tout ça. Oui, et puis alors, l'être humain a une capacité extraordinaire, parce qu'il a un Mmh, discours interne, de mmh. s'accommoder de ses propres contradictions. C'est fabuleux, hein. C'est Quand on raisonne fabuleux. dans sa tête, on se rend pas compte qu'on se dit deux choses complètement contraires et opposées qui n'ont rien à voir, en même temps, on trouve ça génial. Je commence à vous le verbaliser. Vous allez me dire, attends, je comprends rien, c'est ça ou c'est, enfin, explique-moi.
je vais être obligé de structurer ma pensée pour Ouais, pouvoir vous la rendre accessible. ouais, Et c'est à ce moment-là que je vais me dire: «Non mais ce qui se passe dans ma tête, c'est n'importe quoi, ouais. on va remettre ça d'aplomb». Donc l'autre est très intéressant. Ensuite, il est Ouais, miroir, il me renvoie, il va aussi me poser des questions que je ne sais pas me poser ouais, ou que je ne veux pas me poser, peu importe. ouais, Quand vous me posez une question, il faut que je vous réponde. ouais. Alors des fois, il y en a qui veulent pas répondre, mais du coup, on est aussi là pour vous emmener vers des endroits Oui, où vous ne voulez pas aller. Et c'est voilà. normal de pas vouloir y aller. Je veux Mmh, dire, personne n'a envie, même enfin moi je vais parler pour moi, je sais que des fois je dois aller creuser dans certains endroits, j'ai pas envie. Donc ben j'ai ouais, besoin de quelqu'un pour, entre guillemets, me dire: «Bon bah, meuf, on y va quoi». ben voilà, hein. Voilà, on y va. Faut y aller, hein. Faut y Il y a aller. pas Au de bout d'un choix. moment, on a tourné autour du pot, on y va, quoi. Et on a tous besoin de ça parce qu'on n'a pas spécialement envie de voir nos ombres. On n'a pas envie spécialement de voir, entre guillemets, des actions dont on est responsable. Et par moments, on a envie de se raconter qu'on est beau, qu'on est bon Exactement. et que c'est pas de notre Donc c'est faute. pour ça qu'il y a la bienveillance qui est nécessaire, qui est différente de l'amour inconscient dont on parlait. Bienveillance et pas complaisance, Ouais, ce sont 2 choses très, très différentes. ouais. Donc j'ai besoin de vous faire confiance, j'ai besoin de votre bienveillance pour pouvoir vous dire qui je suis. Mmh. Et à ce moment-là, ça va commencer à opérer. Génial, génial. Ben, merci beaucoup. Je vais arrêter là, on pourrait y passer la Déjà? journée. C'est On pourrait y dommage, passer on la a à peine journée. commencé. Non, mais on refera des lives. S'il y a que ça, on refera des moments. C'était passionnant. Ben moi, déjà, je recommande ce petit cahier que j'ai fait, moi, il y a déjà 7 ans. J'ai eu beaucoup de plaisir à relire hier. Je me suis quand même rendu compte qu'il y avait des choses où je m'étais trompée, comme quoi j'étais quand même en dévalorisation de moi-même il y a 7 ans. Mais c'est intéressant de le lire et j'en avais conscience, hein, mais de le lire vraiment. Je le recommande aux adolescents, aux parents, aux jeunes femmes, aux jeunes hommes également. Et puis, il y a tout un tas de livres que j'ai lus, on en a un petit peu parlé pendant cette Je vous interview-là. conseille, je sais pas, vous l'avez lu celui sur Épicure? Joël Dive Non, sur Épicure? non, je suis en train de lire. Je vous le conseille, c'est un de mes préférés, c'est pour ça que je vous le conseille, Ah, d'accord, parce que je m'en sers beaucoup en coaching et en formation. d'accord. D'abord, il n'est pas celui qu'on a dit, ça, on l'a esquinté pas mal, mais surtout, il travaille sur la notion de besoin, sur la notion de sens, sur la notion de valeur. C'est Ok, génial. Et ok. ce qu'il a déterminé, c'est absolument extraordinaire. Et vraiment, je m'en sers, il y a une typologie. Quand vous, Je vais le lire parce que quand là, vous je prenez suis. ça, c'est vraiment un éclairage très intéressant. Ok, Quelles sont les choses dont je n'ai pas besoin qui me sont toxiques et quelles sont mes essentiels? d'accord, c'est Épicure ça. Ouais, Parce qu'on est plutôt dans une philosophie stoïcienne pour le coup, où on est justement sur ce questionnement de ce dont j'ai besoin et qui est réellement vital, entre bah, guillemets, et tout le Épicure reste. globalement, enfin, c'est l'ancêtre des mouvements qu'on voit aujourd'hui, de décroissance, de slow life, Mhm. etc. Je résume ma vie, c'est la philosophie du contentement, pas du renoncement, du contentement. Je me contente de ce qui est, je vais chercher mon essentiel. Une fois que j'ai mon essentiel, je m'aperçois qu'il y a plein de superflus qui des fois m'encombrent. D'accord. Que ce soit dans mes relations, que ce soit dans mes possessions matérielles, que ce soit etc. Et une fois que je suis sur mon essentiel, ça rejoint nos valeurs, les choses s'éclaircissent, hein. Mm. Et il est Mais fabuleux pour ça. ouais, je vais le lire. Je vais le lire. Là, je suis en train de terminer le lâcher prise d'Épithèque avec Épithèque, et puis je Ah, et puis vais. c'est aussi, ça, Moi, j'aime beaucoup la philosophie stoïcienne. un grand copain de mon adolescence, ça. Et d'ailleurs, je suis étonnée parce que vous passez d'Ho'oponopono à la loi d'attraction, à Épithèque, Bouddha, et, et c'est vraiment bien construit. C'est-à-dire qu'on sent que vous avez toutes les informations, on sent que ça a été réfléchi, travaillé et vécu, entre guillemets. Je ne sais Ah pas oui, si je suis très il y a eu le claire. travail derrière. Ouais, ouais, et c'est beau parce que souvent, trop souvent, dans ce qu'on lit, c'est trop léger. C'est trop en superficiel. Et puis, ou alors l'auteur est spécialiste que dans un domaine. Ben, c'est-à-dire, les idées m'intéressent beaucoup, mais pour moi, une idée n'a de sens que si je peux la décliner dans mon quotidien. Mm. Je viens de lire une belle phrase de développement personnel, etc. Je la trouve géniale, d'accord, super.
Maintenant, je descends dans la rue, je prends le métro. Qu'est-ce que j'en fais de cette phrase? Mmh. En quoi elle m'aide? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est pas juste? Est-ce qu'elle est facile à mettre en application? Ou est-ce que c'est un truc qui est réservé à 3 initiés dans le monde? Ouais, Donc, j'aime bien décliner ensuite dans mon quotidien. ouais, Et mon quotidien, je prends ma voiture, je fais la vaisselle, je discute avec mon patron, etc. Donc, c'est ça la réalité de la vie. ouais, Donc, comment je décline toutes ces belles pensées pour en faire quelque chose qui soit harmonieux dans ma relation autrui, en fait. On ouais. revient toujours à ça, hein. Ouais, il y a encore ce truc de arrêter de séparer le moment de développement personnel, de manière à l'intégrer et à en faire sa vie. En Ouais. fait, moi, c'est un peu ma philosophie, hein, c'est la vie et du développement personnel. Donc si Ben tu voilà. passes un week-end à faire de la méditation et à méditer sur, l'amour et que le lundi matin, tu pourris ta patronne, Bah, c'était pas heu, la peine. c'était pas la peine. Ah si, le week-end a peut-être été sympa, mais bon, Ce qui est beau, c'est d'emmener tout ça dans son voilà. quotidien. Et vous vous souvenez, au tout début, vous disiez effectivement, le développement personnel, des fois, c'est: «Tu es beau, tu es grand, tu es merveilleux», et cetera. OK, à condition que le lundi matin, avec ma patronne, je lui pourrisse pas sa vie. Ouais, Sinon, exactement. je suis dans la négation de ce que j'ai cru faire bien. Exactement. Mais après, bon, il y a la communication, il y a tout ça qui s'entremêle. Ouais. Plein de sujets. Merci infiniment, Xavier. C'est C'était moi un qui vous remercie, super c'était un grand moment. plaisir. Merci, merci, merci. Bah, je recommande vos livres. Je recommande le petit cahier pour commencer. Et puis, on se tient au courant pour d'autres lives et Avec d'autres grand plaisir. conférences. Ouais, super. Merci infiniment. Merci.